Ok, on continue dans cette série de petites capsules d'introduction au modèle linéaire simple. Donc, on avait commencé à expliquer comment est-ce qu'on faisait des moindres carrés. Alors, la fin va être un peu rapide et vu que j'approchais des 40 minutes, j'ai essayé d'abréger un petit peu, c'était peut-être un peu mélangeant. Je vais revenir 2 minutes sur ce que je disais dans la capsule précédente et puis on va passer donc à la seconde partie de ce qu'on fait avec les modèles linéaires. Donc, la première partie, c'est essentiellement cette phase d'inférence et la deuxième partie, c'est cette phase de prévision. Voilà. Donc, je vais juste basculer sur mes slides. OK. Donc, on est dans cette idée de modéliser toujours des régressions sur une seule variable continue. OK. Il y aura une petite capsule juste après sur la régression dans le cadre d'une variable catégorielle. OK. Donc, c'est toujours une variable Y qui continue, par exemple la taille d'un élève. Et là, je vais l'expliquer par une variable continue qui est le poids d'un élève. Et dans un deuxième temps, on se posera la question est-ce que je peux régresser sur une variable catégorielle, par exemple le genre. OK. Donc, voilà un peu pour la distinction. Donc, euh, on avait fini avec cette partie-là où j'avais commencé à dire, bah, ok, on a fait des moindres carrés, mais c'est pas ma culture ce truc. Et effectivement, la manière dont je vous l'ai présenté est en fait une culture beaucoup plus de machine learning qui consiste à dire, bah, je vais minimiser une fonction de perte, je vais minimiser une somme des carrés des erreurs sans jamais essayer d'aller plus loin. Alors, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est remettre ça dans un cadre probabiliste, et donc se dire qu'on a des observations qui sont tirées suivant des variables aléatoires. Donc, plus formellement, on va avoir le modèle qui est le modèle suivant, qui est, je suppose que YI, c'est donc cette combinaison linéaire, bêta 0 plus bêta 1 XI, plus epsilon i. Et mes epsilon i, pour le moment, j'avais juste dit, ben, c'est ce que j'arrive pas à expliquer. Là, je vais commencer à mettre un modèle aléatoire. Donc, je vais dire je vais supposer mes X comme étant fixés. Donc, mes X étant fixés, le Y, conditionnement à mes X, devient une variable aléatoire. Pourquoi? Parce qu'il y a cet epsilon. D'accord. Donc, les epsilon vont m'introduire de l'aléa. Donc, ces epsilon, je vais supposer quoi? Alors, classiquement, je vais supposer qu'ils sont indépendants. Donc ça, c'est une hypothèse qui ne bougera pas. Donc on va toujours rester sur des données indépendantes. J'en ai parlé un tout petit peu. C'est le fait qu'on travaille en économétrie sur des données individuelles ici. Donc je ferai un cours de série temporelle. Je vous dirai non, les epsilon, ils dépendent du temps. Donc mon indice deviendrait un indice epsilon t. Et mon epsilon t, je ne peux peut-être pas supposer comme étant indépendant du passé. Mais là, j'ai un individu. Et ce que j'ai dit, c'est qu'on est fondamentalement interchangeable. D'accord. Donc l'interchangeable, c'est, je pense, je ne vais pas formaliser ce que c'est que la notion d'échangeabilité, mais c'est lié au fait que j'ai supposé qu'on ait une forme d'indépendance entre nos individus, en tout cas au niveau des distributions, et on a la même distribution, quel que soit l'individu. D'accord. Donc le bruit, il va être le même pour tous. Donc on en a parlé un tout petit peu, c'est cette hypothèse d'homocédacité en particulier. La variance doit être la même pour tous, et je peux légitimement supposer que mes résidus sont centrés. D'accord. Donc c'est vraiment la partie que j'arrive pas à expliquer. En moyenne, je ne me trompe pas là-dessus. D'accord. Donc mon moyenne, il est bon dans le sens où cette chose-là correspond effectivement à ce que j'attends avoir en espérance. Donc l'espérance de Y, c'est effectivement cette combinaison linéaire des variables explicatives. Donc je fais juste cette petite hypothèse en rouge. C'était, je pense, ce qui manquait dans mes slides précédents pour que ce soit compréhensible. Je fais cette hypothèse-là et tout d'un coup, là, j'ai un modèle statistique. Et là, je peux regarder mon estimateur tel que je les avais construits. Donc, on peut regarder le bêta 0 chapeau et le bêta chapeau 1 qu'on avait construit auparavant. Okay. Donc, ce sont des estimateurs. Alors, ce qu'on peut montrer, c'est que ce sont des estimateurs sans biais, okay, dans le sens où l'espérance de bêta chapeau 1, c'est effectivement bêta 0. L'espérance de bêta chapeau 1, c'est bêta. Okay. Et en plus, on peut calculer leur variance. Donc, leur variance, la variance de ces estimateurs va respectivement être de la forme suivante. Donc, la variance de ma constante, mon bêta, enfin, du paramètre associé à mon terme de constance, c'est-à-dire l'intercept dans ma régression. La variance de bêta chapeau 0, c'est du sigma 2. Le 1 sur n, alors que l'histoire du sigma 2 sur n, encore une fois, c'est classique. C'est quelque part la variance que j'aurai sur la moyenne de mes epsilon, quoi. En sachant que mes epsilon ont une certaine variance sigma 2. Donc on voit une espèce d'erreur d'estimation qui intervient. Okay. Et on a un terme qui intervient ici, qui est tout simplement lié au fait que j'ai une variable explicative en plus qui intervient. D'accord. Donc on peut récupérer cette forme-là pour la variance de notre estimateur, le premier, le bêta 0, un chapeau, et pour le bêta chapeau 1, on récupère cet estimateur-là, donc ce qui est juste sigma 2 sur la variance de x en fait. Okay, donc cette formule-là, on va la retrouver beaucoup plus tard, ce sigma 2 divisé par la variance de x, ça sera la base de plein de choses pour travailler sur l'incertitude, en tout cas nos estimateurs. Okay, donc là, on se retrouve toujours avec un problème classique en stats, c'est que mon sigma 2, je ne le connais pas. Pourquoi? Parce que mon sigma 2, encore une fois, c'est la variance de mes epsilon. C'est la variance de mon bruit, mais par construction, je vous ai dit, mes epsilon, je ne les connais pas. Okay, je les connaîtrais, je n'aurais pas besoin de construire un modèle, j'aurais un modèle.
Donc, comme je construis mon modèle, je construis quelque part mes epsilon, et donc je ne les connais pas. Et classiquement, donc quand je ne connais pas une quantité, je la remplace par un estimateur. Donc, je vous avais montré un estimateur qui était tout simplement 1 sur un n-2, la somme des epsilon i chapeau, qui me donne carré, qui me donne un estimateur. Là aussi, on peut montrer sans biais de cette variance. Okay, donc, je récupère des estimateurs de mes variances de mes estimateurs, okay, tout simplement en remplaçant les sigma carrés par des sigma chapeau carré. Ok, donc ça, c'était un petit peu là où on en était. Et on va essayer d'aller un peu plus loin. Alors, comment est-ce que je peux faire pour aller plus loin? Bah, c'est simple, c'est qu'une fois qu'on a fait de l'estimation, on a envie de se poser la question des tests, par exemple. Okay, j'aimerais bien faire un test. En particulier, il y a un test qui nous apporte beaucoup, c'est sur ce bêta. Ce bêta, est-ce qu'il sert à quelque chose? Est-ce qu'il est proche de zéro? Et dans ces cas-là, ce terme-là, finalement, ne servirait plus à rien, donc je pourrais le supprimer. Okay, ce qui me ferait un modèle en fait beaucoup plus simple. D'accord. Alors, quand j'ai une régression simple, le modèle il devient ultra simple. Mais supposons que j'avais 10 régresseurs, okay, je peux me poser la question de finalement, est-ce que le septième, il sert vraiment à quelque chose? D'accord. Donc, c'est vraiment ça la question qui se pose, et on la formalisera de manière un peu plus propre en disant que c'est un principe de parcimonie. C'est que si jamais je peux avoir un modèle un peu plus simple, qui est tout aussi bon, je préfère le modèle plus simple. D'accord. Donc, j'en ai déjà parlé un petit peu dans la philosophie des modèles. Mais ce test de nullité d'un coefficient, ça va beaucoup m'intéresser. Mais pour faire des tests, on a besoin de lois. D'accord. Je vous ai dit qu'on pouvait s'en affranchir un tout petit peu en faisant du bootstrap, mais on est au début du cours. Donc là, on va commencer par faire des choses simples. Okay, donc je vais aller un petit peu plus loin. C'est qu'au lieu de faire mon hypothèse qui est que mon bruit est centré et mon bruit est de variance constante, je vais rajouter une petite hypothèse. Je vais rajouter le fait qu'il est supposé gaussien. D'accord. Donc, formellement, comme j'avais déjà le fait qu'il était centré et qu'il était de variance constante, j'ai que mes epsilon, ils suivent une loi normale 0 sigma carré. D'accord. Donc ça, c'est ce que je demande pour tous mes epsiloni de suivre cette loi normale 0 sigma carré. Okay, et je garde mon hypothèse d'indépendance. D'accord. Donc celle-là, encore une fois, elle ne partira pas. Je ne pense même pas que j'ai le moindre petit exemple où je vous parle de non-indépendance des résidus, parce que c'est pas vraiment l'objet de ce cours. Donc, je reste sur cette hypothèse d'indépendance. Okay. Dans ces cas-là, ce qu'on pourrait montrer, c'est que si jamais je suppose mes résidus comme étant gaussiens, alors je récupère aussi la normalité de mes estimateurs. Okay. Donc ça, c'est quelque chose d'assez classique. Hein. Encore une fois, pourquoi? Parce que quand on fait des moindres carrés, on s'intéresse à quelque chose en moyenne. Okay, et on sait que quand on s'intéresse à de la moyenne, des moyennes d'objets gaussiens, ça reste gaussien. D'accord. Donc c'est le fait que, et c'est lié à ce que je racontais dans la capsule précédente, c'est que la bêta 0 chapeau et bêta chapeau 1, je pouvais les voir comme étant des fonctions pondérées de mes YI. Okay, comme les YI, c'est eux qui sont fondamentalement gaussiens. C'est supposer que mes résidus epsilon sont gaussiens. Comme je disais que les YI, c'était les bêta 0 plus bêta 1x plus mon résidu. Okay, j'ai une composante linéaire plus mon résidu. Ça veut dire que j'ai mon modèle, j'ai mes variables gaussiennes. Mes YI deviennent alors gaussiennes, centrées sur bêta 0 plus bêta 1x et de variance sigma 2. Okay, donc j'avais mes variables gaussiennes. Donc ce que je vous disais, c'était que chacune des composantes était gaussienne. Alors, en fait, techniquement, on a mieux. On a même le vecteur bêta chapeau est un vecteur gaussien, mais vu qu'on n'a pas vraiment parlé pour l'instant, en tout cas, de bêta comme étant un vecteur, on va peut-être mettre ça de côté. Et encore une fois, je pose les bases pour que vous voyez un petit peu de quoi on parle, mais après, je vais le faire dans un cadre plus général et plus abstrait. Mais voilà, on voit apparaître l'histoire de la normalité. La normalité, elle découle d'une propriété sur les résidus. Okay, et l'avantage d'avoir cette normalité sur mes estimateurs, c'est que là, je peux faire des tests. D'accord. À partir du moment où je sais que mon estimateur bêta chapeau est gaussien, dans ces cas, je peux mettre en place une stratégie de test. La stratégie de test, elle est très simple. J'ai envie de tester si jamais mon bêta 1 vaut 0. Okay, encore une fois, le bêta 1 vaut 0. Je ferai une capsule qui fera des liens entre les tests de statistiques mathématiques et la régression, mais cette question qu'on se pose, c'est tout simplement est-ce que les deux variables sont corrélées? Okay, en tout cas, dans le cas de la régression simple. Okay, je me demande est-ce que la corrélation qui existe entre x et y, elle est significativement différente de 0. Okay, donc je me demande simplement est-ce que la pente, elle vaut 0 ou pas. Encore une fois, si je mets la pente vaut 0, ça veut dire que j'ai une droite de régression qui est toute plate, qui est plate, qui est de la forme y bar, tout simplement. Donc j'ai la valeur moyenne en y, et je dis juste, si jamais je change mon x, la prévision que je vais faire, c'est toujours y bar. Donc la loi, en tout cas l'espérance de y ne dépend pas de mes x, l'espérance de y sachant x ne dépend plus des x. En extrapolant, on a envie de dire la loi de y ne dépend pas de x, et ça, c'est une caractérisation de l'indépendance de y et de x. Okay, donc on voit apparaître ce lien entre l'importance, en tout cas, de la nullité de ce coefficient, c'est que si le coefficient est nul, techniquement, ça veut dire que x1 m'apprend rien. Okay, donc ça, je renvoie là aussi aux capsules que j'avais faites en introduction, où je vous parlais un tout petit peu de tests,
De mémoire, je vous avais présenté, quand j'avais présenté le t-test, j'avais dû prendre l'exemple de la polio. Okay, où je vous avais dit, ben, on va prendre les données de la polio. On avait un certain nombre d'enfants qui avaient été traités, des enfants non traités, et on se demande simplement, est-ce que les deux groupes ont les mêmes probabilités d'avoir la polio? Okay. Si jamais les deux groupes ont la même probabilité d'avoir la polio, c'est que le vaccin n'est pas efficace. D'accord. Donc c'est vraiment ça qu'on essaie de tester, cette histoire de coefficient qui vaut 0, c'est vraiment, est-ce que cette variable-là a un effet? Okay. Donc là, par exemple, ça pourrait être, alors, je suis sur du cas continu, mais dans le cas discret, dans le cas qualitatif, ce serait vraiment ça. Est-ce que la personne a été traitée ou n'a pas été traitée? Si jamais le coefficient vaut 0, c'est que le fait qu'elle ait été traitée n'apprend strictement rien sur l'outcome en Y. Okay. Donc c'est vraiment un test central, c'est ce qu'on appelle un test de significativité. Est-ce que la variable X a significativement un impact sur la variable Y? Si jamais il n'y en a pas, dans ces cas-là, ça ne sert à rien de le mettre dans la régression. Alors, moi, je resterai dans ce cours en vous disant que ça ne sert à rien. Dans le cours à 7100, je vous dirais même que c'est nocif parce que c'est ce qu'on appelle de la suridentification. On construit un modèle trop compliqué. Et les modèles trop compliqués, souvent, se généralisent mal. Voilà. Donc, se généralisent mal dans le sens où si je récupère des nouvelles données, j'aurai un mauvais pouvoir prédictif. D'accord. Mais voilà, bon, j'arrête ma digression. Je veux tester H0 qui est, est-ce que ce coefficient vaut 0 contre le fait que le coefficient n'est pas nul? Ben, ça, on avait vu des tests, c'est assez facile. On prend la statistique, okay, je la compare par rapport à ma valeur test. Donc, encore une fois, c'est toujours la même chose, c'est que je prends mon θ chapeau, je prends ma valeur sous l'hypothèse H0 et j'ai juste besoin de le normaliser. D'accord. Donc, je le normalise comment? Parce que ça, c'est l'histoire du t-test, je le normalise par la racine carrée de la. Enfin, le z-test serait, je le normalise par la racine carrée de la variance de l'estimateur. Okay, dans ces cas-là, j'aurai une loi normale. Le problème, c'est que je ne connais pas cette variance, donc je remplace par un estimateur de la variance, et ça, c'est typiquement le test de Student. Donc c'est pour ça qu'on parle de t-test. Okay, le t-test, c'est vraiment une statistique de Student. Okay, je vous renvoie là aussi au rappel de proba sur ce que c'est que le de Student, mais c'est vraiment ça, c'est de dire, ici, j'ai des choses qui sont gaussiennes. Okay, sous l'hypothèse H0, j'ai des lois normales qui sont centrées. Okay. Au dénominateur, j'ai quoi? Ben, je récupère un estimateur de ma variance, donc c'est une racine carrée d'un qui 2. Okay. Je le normalise quelque part et voilà, je récupère ma loi de Student. Okay, donc j'ai une loi de Student à n-2 degrés de liberté. Donc c'est à peu près la même chose que pour ce que je racontais auparavant, mais encore une fois, ce sera formalisé plus tard. Je perds 2 degrés de liberté parce que j'avais deux coefficients estimés. Okay. Donc de la même manière que quand vous faites la loi du Student, dans le cas d'un test de moyenne, sans variable explicative, on aurait du Student n-1. Là, j'ai du Student n-2. D'accord. Donc ça, c'est le test que je vais utiliser de manière très simple pour me poser la question de est-ce que X a vraiment un intérêt dans cette régression. Okay, donc c'est un test classique, test bilatéral. D'accord. Donc j'ai toujours deux solutions pour le lire, un test bilatéral. Soit je construis la région d'acceptation et la région de rejet, c'est-à-dire que je vais aller chercher les quantiles de ma loi de Student. Donc je vais aller chercher des quantiles de niveau 1 moins alpha, en particulier, enfin de quantile 1, enfin alpha sur 2 et 1 moins alpha sur 2. Okay, alors techniquement, il suffit de prendre la valeur absolue parce qu'on est centré sur 0. Okay, donc je vais rejeter H0 si jamais ma statistique de test est trop grande. Voilà. Donc là, c'est l'approche classique des tests. Okay. Un test bilatéral, si jamais, encore une fois, il faut voir une statistique de test comme étant une distance à l'hypothèse H0. Okay. Si jamais ma statistique est trop grande, c'est qu'il y a peu de chances pour que mon hypothèse H0 soit vraie, et donc je devrais avoir tendance à rejeter mon hypothèse H0. Okay, donc je vais rejeter si jamais ma statistique de test dépasse un certain seuil. Et le seuil est défini par le quantile de niveau 1 moins alpha sur 2. Donc ça me garantit que l'intervalle de confiance qu'on va construire sur T, non plus la valeur absolue de T, je serai avec une probabilité qui sera de l'ordre de 1 moins alpha. Okay, donc ça me donne une probabilité de rejet en me trompant, d'accord, de l'ordre de alpha. Donc classiquement, on prendra alpha égale 5%. L'autre solution, c'est de raisonner par la p-value. Okay, la p-value, c'est tout simplement la probabilité pour que une loi de Student dépasse ma statistique de test. Okay. Donc en l'occurrence, je devrais plutôt l'écrire sous la forme d'un petit t. Donc c'est vraiment la statistique qui a été observée. Okay. Donc je prends une loi de Student et je me demande quelle est la probabilité pour qu'elle dépasse la statistique observée. Je calcule cette probabilité et je la compare par rapport à alpha. D'accord. Si ma probabilité est petite, c'est sûrement que il y a peu de chances pour que H0 soit vrai. D'accord. Donc une p-value petite, je vais rejeter mon hypothèse H0. Okay. Sinon, je vais l'accepter. D'accord. Donc je vous renvoie là aussi au cours de test. Encore une fois, j'ai fait plusieurs capsules sur les tests.
si jamais c'est pas très clair, mais voilà, la p-value, ça va être l'outil classique pour mesurer pour quantifier, pour donner une réponse à un test. D'accord? Qui sera est-ce que mon hypothèse H0, qui est que mon coefficient, ma variable ne sert à rien parce que mon coefficient est statistiquement nul. Ok. Donc je peux faire ce test de Student qui sera le test par défaut qu'on utilisera. Alors il s'avère que quand on fait une régression simple, il y a une autre statistique qui peut être intéressante. C'est la statistique de Fisher. Donc Fisher propose une statistique de type analyse de variance. Donc il va comparer les deux modèles que je comparais dans la capsule précédente, qui était le modèle ultra simpliste, où je régresse uniquement sur la constante. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler le modèle contraint. Okay. Donc je force à ce que bêta 1 en fait soit égal à 0. Donc je me place sous l'hypothèse H0. Si H0 est vrai, ça veut dire que j'ai un modèle qui est constant. Et au contraire, l'autre possibilité, c'est que au contraire, j'ai du XI. D'accord. Donc le bêta 1 et XI a du sens. Ok. Donc je récupère ces deux modèles. Alors je suppose que le 0 n'a pas de sens. Je devrais mettre un 1 ici. Okay. Donc l'hypothèse H1, c'est que le coefficient bêta 1 n'est pas égal à 0. Et donc il vaut autre chose. Et donc je peux l'utiliser. Okay, donc ce que propose Fisher, c'est le test suivant, qui est basé uniquement sur des calculs finalement de rapport entre des sommes de carrés des erreurs dans tous les sens. Okay. Donc ce qu'il vous dit en gros, c'est que si vous regardez la somme des carrés des erreurs expliquée par votre modèle, la somme des carrés des résidus, et que vous divisez tout ça par n-2, vous devriez récupérer soit H0, c'est-à-dire que si mon hypothèse de nullité est valide, une loi de Fisher à n-2 degrés de liberté. Okay. Donc on a cette statistique F qui va apparaître en fait quand on fera une sortie de régression. Ce qu'on peut montrer en fait, c'est que ce test-là et le test de Student, dans un cadre d'une régression simple, sont rigoureusement équivalents. D'accord. Je vous laisse regarder un petit peu en détail si jamais ça vous paraît complètement obscur, mais on a ces deux tests possibles. Okay. Soit j'utilise un test basé sur des calculs de moyenne, c'est le test de Student, soit au contraire, j'utilise le test de Fisher. Mais le test de Fisher, on le reverra longuement parce que c'est vraiment un test de base dans les modèles qui consiste à se demander est-ce qu'un modèle imbriqué dans un autre est meilleur que est-ce qu'un modèle simpliste qui est imbriqué dans l'autre est meilleur que le gros modèle compliqué. D'accord. Donc c'est vraiment ce modèle dans lequel j'ai un modèle contraint et un modèle non contraint et je compare en gros les sommes des carrés des résidus dans les deux modèles. D'accord. Il y aura des capsules dédiées à ces histoires de Fisher. Encore une fois, je suis juste là pour vous donner une espèce de point de vue un peu général sur ce qu'on va obtenir par la suite. Okay. Et c'est finalement assez logique de se dire je pourrais tenter ces deux modèles. Et il s'avère que les deux tests sont équivalents. Et encore une fois, je vais faire après une capsule qui sera uniquement informatique où je reprendrai tout ce que je vous présente et on pourra vérifier que tout ce que je calcule et tout ce que je vous présente ici a du sens. Okay. Donc j'ai toujours la même solution. Hein. Je calcule ma statistique de Fisher. Alors, de manière intéressante, quand on fait une régression simple, la statistique de Fisher, elle est liée au R2. Donc, je vous rappelle, le R2, c'était en gros la corrélation entre ma variable X et ma variable Y au carré. D'accord. Donc, c'est un indicateur pour savoir si votre modèle est plutôt bon ou pas, de manière un peu simpliste. Donc, là aussi, je peux faire la même chose. Alors, la petite subtilité, c'est que là, je ne suis pas sur un test bilatéral, je suis sur un test unilatéral. Okay, autant tout à l'heure, je me demandais est-ce que ma valeur bêta 1, elle est nulle ou pas. Donc, si jamais j'étais très négatif, je rejetais. Si j'étais très positif, je rejette. Là, on est sur des tests de type je me demande si jamais la variance est plus faible, vraiment beaucoup plus faible dans mon modèle avec ma variable explicative. Donc, en gros, c'est juste des tests de rapport de variance. Et donc, j'ai ma loi qui est de toute façon une loi positive. D'accord. Donc, ma statistique de test, elle va avoir cette distribution-là. Donc, ça, c'est ma loi de Fisher. Et ce que je veux dire, c'est si jamais ma statistique de test est trop grande, alors je rejette l'hypothèse H0. D'accord. Donc, c'est ce qu'on raconte ici. On rejette H0 si jamais ma statistique de test dépasse le quantile de niveau 1 moins alpha de Mollett Fisher de paramètres 1 et n-2. Okay. Donc c'est vraiment juste une réécriture d'un test unilatéral où on a une loi très simple qui s'appelle Fisher. L'autre solution, c'est non pas de raisonner sur la loi de Fisher. Alors j'ai peut-être un petit peu de typo ici, mais c'est l'histoire de 1 et n-2. Okay. Donc je raisonne en termes de p-value qui consiste à dire si jamais, donc ici j'avais mon seuil tel que j'ai le niveau alpha, okay, l'autre manière de construire le test, c'est tout simplement de dire je vais calculer ma statistique observée, donc en faisant tout simplement ce petit rapport. Okay, si jamais la probabilité de dépasser f dépasse alpha, dans ces cas-là, je vais accepter H0. Au contraire, si jamais je suis plus petit que alpha, je vais rejeter H0. D'accord. Donc on récupère cette conclusion. Si jamais la p-value est plus petite que alpha, je vais rejeter l'hypothèse H0. Okay, approche classique sur la p-value. Okay. Et ce que je vous dis, c'est très exactement ce qui est ce que j'ai dit oralement, c'est exactement ce qui est écrit là. D'accord.
quand je regarde ma statistique de test au sens du test de Fisher et je l'élève au carré, pardon, statistique de student, ok, donc je regardais tout simplement bêta chapeau 1 moins 0, mais je vais lire le 0, divisé par sigma chapeau 1 et divisé par cette statistique-là. Alors dans ces cas-là, je récupère en fait le test de Val, ok, et qui correspond aussi au test de Fisher. Donc on voit que tous les tests classiques sont finalement équivalents ici. D'accord? Ok. Je revérifierai. J'ai l'impression qu'il y a une petite coquille ici. Je réfléchis en même temps que je parle. A priori, on n'a pas ce terme-là qui apparaît ici. D'accord. Donc la statistique de Fisher, la statistique de Student, c'est vraiment du bêta chapeau 1 sur pardon. Ça y est, je viens de comprendre pourquoi il y avait. Ok, on recommence à zéro. Le terme qui se trouve ici, c'est en fait le sigma de sigma chapeau de bêta chapeau 1. C'est l'estimateur de l'écart type de bêta chapeau 1. Et ça, on avait vu que c'était très exactement un sigma chapeau sur un SX. D'accord. Donc, c'était vraiment la formule qui avait été évoquée tantôt. Alors, je vais juste revenir un peu en arrière 2 secondes, mais c'était vraiment la statistique qui était donnée ici. D'accord. Donc, c'est pour ça que voilà, j'étais un peu mélangé. Mais ce sigma 2 sur sigma 1, sur le SX carré, c'est l'écart type de mon paramètre. D'accord. Donc la formule est bonne. D'accord. Et le point qu'il faut retenir, enfin, c'est par contre, ça, la conclusion, elle est juste, c'est de dire la statistique de student au carré est égale à la statistique de Fisher, qui est aussi égale à la statistique de Wald. Donc la statistique de Wald, encore une fois, c'est le carré, en gros, de la statistique de Fisher par construction. Okay. Donc voilà, on est rassuré d'avoir plusieurs tests qui viennent de différentes théories, qui finalement vont nous raconter forcément la même chose, puisqu'on a cette propriété-là. Ok, donc je m'arrête ici pour les tests. On va juste essayer d'aller un petit peu plus loin sur à quoi ça sert de faire des modèles. À quoi ça sert? Ça sert essentiellement à faire des prévisions. Okay. Donc je vous avais dit que quand j'avais des observations, une observation XI, je pouvais construire cette grandeur-là, c'est tout simplement la valeur que je vais prédire pour mon observation XI. D'accord. Donc mon YI chapeau, c'est bêta 0 chapeau plus bêta chapeau 1 XI. D'accord. Maintenant, si jamais j'avais une autre observation, donc ça c'est l'observation que je pourrais confronter d'ailleurs à mon modèle, à mes données. D'accord. Donc ça, c'est ce que dit mon modèle, et je peux le confronter par rapport à ce que j'observe pour de vrai. D'accord. Donc ça, on aura l'occasion d'en discuter. Mais de manière générale, je pourrais me donner n'importe quel X. Je vous donne un nouvel X et j'ai besoin de calculer la nouvelle prévision. Okay. Donc ça, c'est l'intérêt de construire ce modèle, c'est que tout d'un coup, je peux prévoir pour n'importe quelle valeur, y compris des choses qui n'ont pas été observées. Okay. Et c'est juste, en gros, je reste sur ma droite de régression. D'accord. Alors normalement, j'aurais pas dû avoir ça. Normalement, j'aurais dû avoir ce YX, tout simplement, qui est la vraie valeur avec quelque chose de bruité. Donc là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on a je remplace les grandeurs que je ne connais pas par leurs estimateurs et la grandeur epsilon que je ne peux pas prévoir, tout simplement par 0. D'accord. Le bruit sera par construction imprévisible. Okay. Donc, c'est d'ailleurs la phrase qui est écrite juste en dessous. D'accord. Le bruit est fondamentalement imprévisible. Okay. Donc, ce qu'on peut noter, c'est que je peux avoir des différences entre ce que je pense, ce que je devrais normalement observer, qui est mon YX, okay, et mon Y chapeau X. Okay. Et ça, je peux le quantifier de manière très simple. C'est juste ce que j'aurais dû réellement, avoir. Okay. Désolé, je vais juste gommer un peu. Ce que j'aurais dû réellement avoir, donc c'est cette pente inconnue, d'accord, avec du bruit, la valeur que j'ai estimée. Okay, donc je vais prendre cette différence, et ce qu'on voit apparaître, c'est quoi? C'est 3 sources d'incertitude fondamentalement. Okay. Il y a une erreur qui pourrait venir de mon epsilon, il y a une erreur qui pourrait venir de mon bêta 0 estimé, bêta chapeau 0, okay, qui est peut-être mal estimé. Il y a l'estimateur qui vient de l'erreur qui vient de l'estimateur de ma pente. Okay, et quelque part, la covariance, ça va intervenir. Okay. Si jamais mes deux estimateurs ne sont pas indépendants, dans ces cas-là, ma variance, elle va faire intervenir cette covariance. Alors, il s'avère qu'elles ne sont pas du tout indépendantes. Donc, ça va effectivement avoir un prix. Donc, ce qu'on peut noter déjà, et ça c'est intéressant, c'est que je récupère quand même un estimateur 100 000. D'accord. Donc, en moyenne, quand même, ma prévision, je peux vous garantir, moyennant quelques hypothèses qui sont en gros les hypothèses que j'avais fait sur mon premier slide, mon estimateur, il est 100 000. Okay. Et autre chose intéressante, je peux calculer la variance. Okay. Donc, la variance, elle va venir de 2 termes, et je vais pouvoir les séparer. D'accord. Donc, je vais avoir une première source d'incertitude qui est en fait l'erreur de modèle. Okay. Et ça, il va falloir que vous compreniez qu'il y a toujours une erreur de modèle. Okay. Retournez dans les slides que j'avais fait sur un peu d'introduction épistémologique à la construction de modèles, mais hormis en physique,
il y a très peu de cas pour lesquels on n'a pas d'erreur de modèle, parce qu'effectivement, il y a des équations physiques. Alors, je ne vais pas faire une discussion philosophique de pourquoi la nature est aussi simple, mais effectivement, les équations de physique sont par nature très simples. De manière très surprenante, les modèles très simples marchent très bien. Nous, sur les données de sciences humaines, de comportement de personnes et ce genre de choses, il y aura un gros terme d'erreur. D'accord. Donc ça veut dire, et cette variance d'epsilon, elle est importante, c'est ce que vous ne pouvez pas capturer par le modèle, et quelque part, bon, surtout en assurance, il y a une grande part d'incertitude. D'accord. C'est que même si jamais j'arrivais à tout capturer sur les probabilités de décès d'une personne, je ne pourrais jamais savoir qui va décéder dans l'année et qui ne va pas décéder dans l'année. C'est vraiment ça qui nous reste, c'est vraiment cet epsilon qui est, même avec le meilleur modèle du monde, ce que vous ne pouvez pas capturer. Il y a toujours une part de la faute à pas de chance, il y a une composante idiosyncratique que je ne peux pas capturer. Okay. Donc ça, c'est la première type d'incertitude, c'est l'erreur profonde de modélisation. La deuxième, c'est une erreur qui est plus classique, c'est tout simplement une erreur d'estimation. D'accord. Donc c'est le fait que j'ai construit un estimateur tout simplement avec un échantillon. Okay. Donc cette deuxième partie, elle devrait disparaître avec n. Okay. Plus n va être grand, plus je vais pouvoir faire baisser cette erreur d'estimation, mais la première disparaîtra jamais. D'accord. Donc il nous restera toujours une part importante de variabilité. D'accord. Mais la seconde, encore une fois, ça dépend du nombre d'observations que vous avez. Il s'avère qu'il y a des cas pour lesquels, quand j'ai peu de données, j'ai une grande part d'incertitude qui vient de l'erreur d'estimation. Okay. On en reparlera, je pense, quand on fera un petit peu de provisionnement en assurance non-vie, je pense, à la fin du cours, quand je vous ferai des régressions de poissons, on verra qu'il y a une grande part d'incertitude qui est liée au fait que quand vous avez un triangle de provisionnement, vous avez maximum 50 points. Okay. Avec 50 points, l'erreur d'estimation, elle est importante. Okay. Et donc, je récupère mes estimateurs. Donc, j'ai mon premier qui me donne ce sigma carré, puis j'ai les deux autres qui vont intervenir sur cette forme-là. Alors, techniquement, j'intègre ici la covariance en fait entre les deux termes. Et le point intéressant, c'est que, je vais juste vous discuter un petit peu de la forme de cet objet-là. En particulier, donc vous avez ce x bar, okay, puis vous avez une nouvelle observation x et vous vous demandez quelle est la variance de mon prédicteur en fait, quelque part. Ce qu'on peut observer, c'est que j'ai une belle fonction quadratique qui est minimum effectivement quand je suis à la moyenne. Donc en fait, la valeur moyenne en x, c'est là où vous êtes le meilleur en termes de prévision. Mais ça a du sens. La moyenne, c'est là où il y a le plus de points, quelque part, a priori. D'accord. Sauf si vous avez vraiment deux nuages très séparés. Mais disons, si jamais j'avais une belle distribution gaussienne, okay, en x bar, c'est l'endroit où j'aurai le plus de points. Donc c'est finalement là où je suis quelque part le plus robuste. Okay. Donc c'est là que je suis le plus robuste. Ici, j'ai une variance, une part qui est incompressible. Okay. Donc c'est sigma carré sur n. D'accord. Donc cette partie-là, je ne peux pas la réduire, c'est cette partie-là. Et je vais rajouter un petit quelque chose ici, qui est tout simplement le fait que quand je suis loin, mon modèle il n'est pas très robuste. D'accord. Donc ça, on le reverra plus formellement quand on rediscutera avec des approches matricielles et ce genre de choses, ou quand on fera des dessins, mais on verra effectivement que quand je commence à m'éloigner, l'intervalle de confiance, il va avoir tendance à s'écarter. Donc si je le fais de manière un peu simple, donc ici j'ai ma moyenne en x, okay. Quand je suis loin, j'ai un gros intervalle de confiance, puis je vais rétrécir, puis jusqu'à obtenir la valeur moyenne, puis après je vais me réécarter et je vais avoir un gros intervalle de confiance. Donc on voit que l'intervalle de confiance, il va nous donner une espèce de nœud papillon, okay, qui va être minimal au centre, c'est-à-dire qu'on est à peu près sur x bar. Okay, donc je peux récupérer un estimateur de ma variance de prédiction. Donc ce que Fries appelle dans son livre la Standard Error of Prediction, donc qui est vraiment l'écart type de prévision. D'accord. Donc là encore, on est content, les variances c'est bien, ça nous donne une quantification de l'incertitude, mais on voudrait aller plus loin, on voudrait faire un intervalle de confiance, donc là encore, moyennant une hypothèse de normalité. Donc ça, c'est toujours l'hypothèse dont on a besoin. Okay, si vous voulez récupérer des choses en loi, que ce soit pour faire des intervalles de confiance ou que ce soit pour faire des tests, il faut faire une hypothèse de loi. Okay. Dans ces cas-là, je peux récupérer mon intervalle de confiance pour mon prédicteur. Mon intervalle de confiance, à quoi il ressemble? Il y a ma prévision, plus ou moins ma statistique de Student, donc c'est plus ou moins le 1,96, mais sauf que je le corrige un petit peu parce que je tiens compte du fait que je n'ai pas vraiment une gaussienne, mais j'ai plutôt une note de Student. Et après, je récupère mon écart type de mon estimateur. Donc on a notre intervalle de confiance avec là encore nos deux sources d'erreur qui interviennent de manière très explicite, l'incertitude de modèle et l'incertitude l'erreur d'estimation. D'accord. Donc c'est ce que j'appelle ici l'erreur de modèle et l'erreur d'estimation. D'accord, qui sont vraiment les deux composantes qui vont arriver en même temps dans notre modèle. Okay. Après, je peux juste me focaliser sur une des deux. Ça se trouve, l'erreur de modèle ne vous intéresse pas. Et donc, dans ces cas-là, je peux récupérer un intervalle de confiance sur la prévision qui sera de la forme suivante. Okay.
Je ne vais pas trop insister là-dessus, c'est juste que sous R, on a la possibilité de récupérer les deux. D'accord? Et je reviendrai un petit peu là-dessus dans la prochaine capsule. OK? Donc là, on a vu un petit peu tout ce qu'il y avait à voir, je pense, sur la régression simple. D'accord? On comprend un petit peu, je pense, l'idée de ce qu'on va essayer de faire par la suite. La seule chose, c'est qu'encore une fois, je le ferai dans un cadre peut-être un peu plus abstrait et je ferai probablement moins de dessins. Alors, je n'ai pas fait beaucoup pour l'instant. En tout cas, je ne pourrais plus vraiment visualiser quoi que ce soit parce que je serai en dimension avec beaucoup de variables explicatives et je ne pourrais peut-être pas faire grand-chose. OK? Je vais m'arrêter là pour cette partie sur les variables continues. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine capsule où je vais faire essentiellement du R pour vous calculer toutes ces grandeurs et essayer de voir tout ce dont je vous parle pour l'instant. À tout de suite.